chères auditrices et auditeurs, bienvenue au réseau national des chambres d'agriculture de Niger. Je m'appelle Suleiman Ousmane, je suis producteur agricole. Actuellement, je suis sous contrat avec le lycée L'Oreca dans le cadre des questions en charge agroécologie. En matière de valorisation des sources protéiques alternatives et écologiques, que fait l'Oreca? Beaucoup de gens classent cette question par rapport au moringa, au haricot. Nous sommes allés beaucoup plus loin pour nous intéresser à tous ces légumes feuilles qui sont oubliés et qui contiennent quand même pas mal de protéines. Et on s'est amusé à les classer, à voir les taux de protéines, les données scientifiques. Je vous assure qu'il y en a quand même des sources protéiques au Niger. Quelles sont quelques-unes des feuilles légumes que vous pouvez nous citer en nom vernaculaire et en nom scientifique? En nom scientifique, le Cassia tora, en Hausa Tafasa, en Zarma Oula. Elle contient à peu près 14% de protéines par 100 grammes de matière sèche. La corette qui en contient aussi pas mal, 17,62%. Corette en Hausa Malohia et en Zarma Foku, le leptandénia en Hausa, Hanam en Zarma, qui contient aussi un petit taux de protéines, mais qui est disponible toute l'année. Et ça offre des options autres que le moringa et le moringa. Oui, effectivement, le moringa, il occupe beaucoup de place. Il faut savoir qu'au Niger, on a deux périodes, l'avant et l'après moringa. Le moringa est rentré par Maradi au niveau des bassins. Vraiment, c'était les premiers bassins de production. Et en même temps que le moringa occupait de l'espace, on a remarqué une disparition de beaucoup de nos feuilles locales. Que ce soit disparition au niveau des habitudes alimentaires, tout ce qui est les dambou, les kassoum qu'on fait d'habitude avec nos feuilles locales, les gens ont remplacé progressivement avec le moringa, mais aussi dans leurs habitats naturels. Et ça, c'est vraiment dû au mode de cueillette et peut-être au manque de recherche dans le domaine pour pouvoir domestiquer ces plantes et les rendre beaucoup plus disponibles. De la même manière que la tomate a été domestiquée, on pouvait bien domestiquer certaines de nos légumes feuilles ou de nos feuilles, disons, indigènes pour les rendre beaucoup plus accessibles à la population. Est-ce qu'il faut entendre que le moringa est venu avec beaucoup plus de facilité que les autres feuilles légumes? Oui, effectivement, le moringa, c'est un thème de production beaucoup plus connu parce que effectivement, il y a de la recherche autour, il y a des données, voilà comment tu vas planter, produire les graines, faire tes récoltes. Tu vois, il y a tout ce package qui entoure le moringa. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui se décide de faire la production de la corette et peut-être le pourpier qui, quand même, il y a quelques pistes où les gens produisent ici localement. Les autres, il n'y a pas tellement d'informations. On ne sait pas comment elles se multiplient par les graines, comment ça se passe. Donc, c'est vraiment des problèmes et les gens ne vont pas forcément s'intéresser à ça. Mais de l'autre côté, le moringa, c'est quand même l'une des feuilles qui est très arrosée. Moi, je dirais arrosée par des pesticides. Et moi, j'ai rencontré personnellement des producteurs qui sont dans la commune 5 de Niamey, qui m'ont affirmé qu'ils traitent avec des insecticides aujourd'hui et qui récoltent le lendemain pour amener au marché. C'est très dangereux, ça. Il faut combien de temps à peu près pour que le... Minimum 7 jours. Minimum. Ça, c'est un délai minimum. Il y a des produits où on est à 14 jours avant récolte. Naïvement, j'aurais pensé que le moringa peut facilement se cultiver sans pesticides. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser du pesticide pour du moringa? Pour certaines périodes, il est pratiquement pas possible de produire du moringa sans le traiter. Maintenant, le traiter, cela veut dire soit on utilise un insecticide. D'abord, le premier palier, c'est d'utiliser un insecticide biologique, donc qui n'a pas forcément des effets néfastes pour l'homme ou pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut être? C'est vraiment des cocktails que les gens font avec de l'huile de Nîmes, avec d'autres types d'insecticides peut-être plus perfectionnés qui sont les bacilles de Turin, où là, quand même, on arrive à produire convenablement du moringa. Mais là, il y a le coût du traitement. Mais là, les producteurs, effectivement, s'orientent vers l'utilisation d'insecticides non homologués qui sont souvent interdits. C'est sur le marché? C'est sur le marché, c'est accessible. Tu as ton petit bidon, tu pars, on te met quelques centilitres d'un mélange, d'un cocktail, nous on l'appelle, cocktail, et puis tu viens, tu mets dans pas forcément dans ton pulvérisateur, tu mets juste dans un seau ou juste un arrosoir, tu essaies d'asperger avec soit des feuilles. Ils ont toutes les méthodes pour asperger, mais bon, avec quand même peu d'efficacité, quoi. Peu d'efficacité, oui, c'est-à-dire? Parce que en fait, quand ils font le traitement, ils n'utilisent pas des pulvérisateurs. Donc pour eux, ils vont verser directement avec un récipient ou un bol. Ils vont prendre le mélange. Le jet est plus important. Le jet est beaucoup plus important. Les doses même qui sont en contact avec la plante, en fait tout ce qui est dose
tout ce qui est délai avant récolte. Donc, c'est en fait le délai quand tu traites. D'accord. Avant de rentrer d'abord dans la parcelle, il y a un délai minimum de 2 à 3 jours. Et le délai avant récolte, il est de minimum 1 semaine. Et les équipements de protection ne sont pas respectés. Tous ces 3-4 paramètres ne sont pas respectés. Est-ce que l'ORECA fait des formations sur l'utilisation des pesticides? Oui, nous on en fait, on est quand même les premiers à avoir alerté l'opinion publique sur cette thématique et ça fait très longtemps que nous travaillons là-dessus. Nous essayons au moins d'orienter les producteurs à utiliser des insecticides homologués, donc qui ont peu d'effets de rémanence, et d'utiliser au moins des équipements basiques de protection, que ce soit des sachets plastique pour fermer les mains, juste un mouchoir ou une bavette pour se fermer le nez, la bouche, et de porter des habits longs. C'est des recommandations que nous faisons et on leur explique quand même cette question de délai avant récolte parce que voilà, c'est des produits qui sont très nocifs. Nous avons une panoplie d'outils, on a une application Reka Phyto où là, tu peux rentrer directement pour voir est-ce qu'un pesticide est homologué ou pas. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés en ce sens. Est-ce que si on fait un comparatif entre les pesticides homologués et les non homologués, il y a une grande différence de prix d'achat? Oui, parce que les pesticides, en fait, au-delà du prix, c'est d'abord la disponibilité. Parce que dans les marchés ruraux, les grossistes amènent des pesticides en fait de nos pays limitrophes qui sont moins chers effectivement, qui contiennent des matières actives interdites et qu'ils achètent facilement pour venir revendre au niveau des producteurs. Ça tue tout et ça tue le producteur aussi parce que c'est des produits tellement toxiques que la réglementation a été même obligée de les retirer. C'est un danger pour l'homme, pour les insectes qui sont bons pour l'environnement, c'est un danger pour la nappe phréatique, c'est un danger pour le sol. C'est des produits qui ont été carrément bannis d'usage. L'idée vraiment c'était de pousser les gens à aller vers des pesticides au moins homologués. Maintenant pour ceux qui se sentent prêts et qui sont prêts quand même à mettre beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de suivi, ils peuvent eux-mêmes produire leur insecticide bio à base de Nîmes ou acheter déjà des insecticides qui sont disponibles sur le marché, qui sont quand même sans danger pour faire leur traitement sur le moringa. Et ça aussi, l'ORECA le fait, des formations pour la conception d'insecticides bio? Et ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces questions dans toutes les régions. Les gens nous connaissent bien, les producteurs, on en fait beaucoup. Ces modules de formation, ils sont disponibles, téléchargeables gratuitement sur le site internet du RECA. Donc, et tu vois, traduit dans les différentes langues. Oui, c'est évident. Est-ce que en général, les produits de base sont le Nîmes et le piment? D'habitude, c'est ça, hein, on utilise, en fait, c'est toute une panoplie. Nous, la formule que nous avons gardée, le Nîmes, le piment, le tabac et un peu de savon. On a remarqué qu'avec ce cocktail, on a quand même des résultats qui sont assez bons. Mais l'idée, c'est qu'actuellement, la recherche continue et puis on a d'autres pistes. Par exemple, on peut utiliser d'autres plantes pour faire le traitement. Ça peut être aujourd'hui du purin qui est obtenu aussi à partir de d'autres plantes. Ça peut être de l'extrait d'ail qui est aussi efficace. Sachant que le coût d'un traitement bio est 3 fois supérieur au coût d'un traitement avec un insecticide classique. L'ORECA, c'est le réseau national des chambres d'agriculteurs. Chaque région a une chambre d'agriculteurs. Est-ce que, en passant par ces chambres d'agriculture, y aurait-il moyen de sensibiliser beaucoup plus les agriculteurs sur les dangers de ces pesticides-là? Effectivement, nous, c'est par ça. C'est nos canaux de diffusion, de sensibilisation. Mais les producteurs sont assez au courant pour ceux qui sont dynamiques, qui participent à ces activités. Mais vous serez étonné de voir, n'allons pas dans les régions, à Niamey. Autour de Niamey, juste à quelques kilomètres, il y a des producteurs qui ne savent pas qu'il y a un délai récolte avant de consommer un produit, après un traitement. C'est pas seulement le rôle du RECA, c'est le rôle aussi des organisations paysannes. C'est le rôle aussi des conseillers techniques de l'État. C'est le rôle en fait, c'est un rôle de tout citoyen informé. Aujourd'hui, il y a des grosses organisations paysannes qui devraient s'investir beaucoup plus pour que les producteurs qui sont autour d'eux arrêtent ce type de pratiques. Parce que d'ici quelques années, on risquerait de se retrouver avec un problème de santé publique. Il y a d'autres produits, hein. Le chou est aussi pas mal arrosé. La laitue, imaginez, les gens traitent la laitue, on se dit qu'en utilisant un peu de javel, ça va sortir. Bon, l'idée c'est qu'on aille beaucoup plus en profondeur pour sensibiliser les gens. Et je pense que tout consommateur aussi peut impacter. Parce qu'aujourd'hui, quand les consommateurs interpellent les grossistes chez qui ils achètent, mais ils n'auront pas le choix que eux aussi de mettre la pression aux producteurs pour qu'ils puissent changer leur méthode de fonctionnement. Souvent, moi qui connais par exemple
l'odeur des pesticides. J'ai l'habitude d'aller dans des marchés ici à Niamey où dès que j'arrive, je sais que ces produits sont traités, quoi. Donc l'idée, c'est que les consommateurs, que ça soit un réflexe pour eux. C'est pas juste le produit qui est beau, mais c'est le produit qui est bon. Un produit peut être bon, beau et bio. Ça, c'est pour des gens, par exemple, qui ont pris un cheminement bien déterminé. Tu vois, mais pour la majorité des autres producteurs, le produit bon là, qui est très beau, je reste sceptique. Très souvent, on arrose chaque semaine pour éviter même qu'il y ait des attaques. C'est pas en cas d'attaque qu'on traite, mais on traite en préventif, alors que les insecticides sont curatifs. Le point de départ de l'agriculture, c'est la terre. Aujourd'hui, le problème fondamental que nous avons, c'est que nos terres sont dégradées. Nos terres font partie des terres les plus pauvres au monde. Donc, les enjeux pour qu'on ait une production agricole beaucoup plus exponentielle sont d'autant plus compliqués. Donc, il faut qu'on ruse, il faut qu'on soit assez stratégique pour produire plus, mais mieux, sans dégrader aussi l'environnement. En prenant compte aussi des facteurs limitants. Un producteur qui peut-être n'arrive à produire que la quantité exacte qui va lui suffire pour nourrir sa famille pendant 6 ou 7 mois, ça devient compliqué. En fait, déjà, il devient vulnérable. On doit arriver à un système qui prenne en compte les besoins réels des producteurs. Et aujourd'hui, c'est pas juste en venant les assister au moment où ils sont vulnérables que nous allons solutionner la question. C'est bien avant. C'est au moment où déjà ils ont les moyens. Mais attendre qu'un producteur soit vulnérable, venir l'aider, tout le monde l'a fait, ça n'a pas marché. Il y a des mouvements de producteurs qui, eux, se sont engagés à dire, bon voilà, moi j'utilise 0 engrais, j'utilise 0 pesticides de synthèse. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus cher et ça demande beaucoup plus de suivi. On sait que d'ici 50 ans, la population de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne va doubler, dans d'autres cas tripler. Certains disent que l'augmentation indispensable des productions alimentaires pourrait alors être obtenue de 4 manières différentes. Ils disent soit en augmentant les surfaces mises en culture, soit en augmentant l'efficacité territoriale via, par exemple, des pratiques culturelles différentes, soit en important plus de nourriture, soit par l'intensification industrielle. Quel est le cas qui serait plus applicable au Niger? Je me positionne du côté d'une agriculture beaucoup plus durable. Même si on veut aller sur des pôles industriels, mais des pôles industriels peuvent être durables. Il suffit qu'ils prennent en compte des aspects peut-être sociaux, des aspects environnementaux. L'État subventionne toujours, voilà, les trucs de synthèse. Il ne laisse jamais le choix. Moi, je parle là en tant que, tu vois, c'est un coup de gueule, en tant que producteur. Ils ne nous laissent jamais le choix de faire ce qu'on veut. Et pour eux, voilà, c'est ça le cheminement. Et ils nous imposent parce qu'ils vont nous inonder avec leurs engrais subventionnés, leurs pesticides subventionnés, les politiques agricoles en faveur d'une agriculture intensive. Si on laisse les producteurs faire ce choix, je suis sûr qu'ils vont beaucoup plus s'orienter vers une agriculture durable. Parce qu'ils savent que les terres qu'ils ont là, c'est des terres qu'ils ont reçues en héritage de leurs grands-parents. Un des pires côtés sur le terrain, c'est de voir aussi ce lien culturel qu'on a perdu, ce lien naturel, tout simplement parce qu'on s'est laissé embobiner par ce cercle de dons et d'aides et de subventions et on oublie qu'il y a des pratiques culturelles traditionnelles qui peuvent nous aider dans l'adaptation au changement climatique. Je sais que tu es aussi passionné par ces questions, mais pour rester dans ce que fait l'Eureka dans toi, ton travail, moi je t'avais rencontré un peu avant le festival Mille et une Bouffe, à cette 5e édition où on avait parlé, à chaque édition en fait on prend un thème nouveau. Cette année c'était la valorisation des sources protéiques alternatives et écologiques. D'ailleurs j'en profite pour te féliciter parce que c'était un très beau panel. À part ça, il y a d'autres travaux que tu fais. Dernièrement, tu étais à la journée d'études de l'IRAM. C'était sous le thème « Comment accompagner les transitions écologiques dans le Sud ». J'ai vu qu'il s'agissait de promouvoir des approches systémiques basées sur le potentiel des mécanismes biologiques en renforçant les leviers de leur diffusion à l'échelle des organisations de producteurs et des terroirs. Est-ce qu'au Niger, la transition agroécologique est en train de prendre une bonne vitesse? Et est-ce que les femmes sont investies dans cette transition agroécologique? Au Niger, ça paraît nouveau, mais c'est ancien. Le concept est ancien parce que l'agroécologie n'est pas juste une pratique. C'est d'abord une somme de pratiques, un mouvement social et une politique. Ça, c'est vraiment à l'échelle producteur. Pour la plupart de nous, techniciens, on résume l'agroécologie à une pratique. Si tu prends aujourd'hui le droit des paysans, quand je te parlais du fait qu'un paysan a le droit de choisir sa méthode de production, ça, c'est de l'agroécologie. Elle est basée autour de, bon, pour certains, on a 10 principes, pour certains, on a 13 principes, mais globalement, ils se rejoignent. Le principe
d'équité, le principe de co-création. Pour élaborer une politique agricole, il ne s'agit pas de réunir dans une salle des techniciens de bureau. C'est les producteurs qui doivent élaborer ces. C'est eux qui sont sur le front. C'est eux qui nourrissent la majorité de la population. Donc, il y a des principes de type mouvements sociaux et politiques agricoles qui ne sont pas forcément pris en compte. Quand je dis que c'est nouveau et ancien, dans la pratique, oui. Pour le cas du Niger, nous, on n'est pas dans une agroécologie dogmatique, parce qu'il y en a qui sont dogmatiques. Puis pour eux, il faudrait que tu répondes à tous les 13 principes, il faudrait que tu utilises zéro engrais, zéro pesticide, tu vois. Nous, on a pris l'agroécologie par filière. Voilà, les filières maraîchères, périurbaines, les bassins de production, l'élevage, filières de production risicole, les aménagements hydro-agricoles. Chacun de ces systèmes de production a été soumis aux 13 principes et son niveau de sensibilité a été détecté. Par rapport à son niveau de sensibilité, on a identifié les enjeux primordiaux sur lesquels on devrait appuyer pour rendre ces systèmes beaucoup plus agroécologiques. Si tu prends exemple la filière riz, eux ils ont dit qu'ils ne sont pas sensibles à l'agroécologie parce qu'ils utilisent beaucoup d'engrais, d'herbicides. Pour eux, on a identifié que les leviers sur lesquels on doit appuyer, la réduction de l'utilisation des herbicides, de l'engrais, la fertilité du sol. Mais il y a des principes sur lesquels ils sont quand même pas mal. Des principes, parce qu'ils sont organisés en coopérative qui fonctionnent très bien, où tu as une bonne gouvernance, les principes d'équité. Donc, c'est pour te dire que chaque système a ses particularités. Et l'exemple aussi que tu as pris, qui m'a beaucoup passionné, c'est vraiment la place de la femme. On est arrivé à dire qu'il existe un type de maraîchage au féminin qui n'est pas pris en compte par nos curricula de formation. À la base, on se disait que la femme, c'est juste le pourcentage dans la liste de formation. C'est toujours ça, hein. Dès qu'on dit, il y a combien de femmes là? On fait comme ça dans la salle, bon, il y en a 10, non, il faut en chercher, non, il faut en chercher 5 autres, tu vois, pour remplir le quota des femmes. Mais dans la pratique, quand on part, on ne voit que des femmes sur le terrain. Justement, Suleiman, quand vous faites les formations là, nous on est sur le terrain en train de faire l'agroécologie. Voilà. Non, c'est sûr, hein, parce que je t'ai dit, les pratiques des femmes sont inspirées d'une autre, en fait, c'est une autre ingénierie, c'est d'autres besoins, c'est d'autres enjeux, parce que la femme, elle a le foyer, elle a les enfants, elle a son mari à gérer, elle a la tontine, elle a ses amis, tu vois, elle a tout un monde autour d'elle qui n'est pas forcément le même que l'enjeu pour un homme. Et je t'assure, moi, j'ai été étonné de voir des femmes qui étaient championnes en agroécologie. Le maraîchage au féminin, les femmes ont d'autres pratiques. Et on s'est rendu compte qu'il y a déjà une éminente chercheure au Niger, Dr Marthe, qui avait travaillé sur la munitie qu'avaient les femmes lors de la récupération des terres. Les femmes sont championnes de la récupération des terres au Niger. Tu as de très bons résultats. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ces bonnes terres qui ont été récupérées par les femmes sont remises aux hommes. Accaparées. Bon, je dirais pas, voilà, il y a des cas où c'est pas forcément ça, mais la plupart du temps, elles vont pas en bénéficier. Sur le système maraîcher, moi j'ai trouvé des femmes, les mauvaises herbes que nous appelons mauvaises, elles les entretiennent parce que c'est avec ça qu'elles préparent la sauce. Le pourpier, les feuilles de haricots, toutes ces herbes-là qui contiennent ces protéines, ces minéraux, ça vient de la femme. Dans les villages, l'homme, c'est la pâte. Mais les minéraux, le taux. Les minéraux, c'est la femme. Que c'est elle qui va chercher dans les feuilles de baobab, tu vois, le pourpier, tout ça. La sauce, c'est la femme. Travaillant avec ces femmes, que le périurbain peut nourrir l'urbain au Niger, si on prend le cas de Niamey. Toutes les grandes villes, c'est comme ça. Dans nos pays, ici en Afrique, si tu prends l'exemple de Madagascar que j'avais vu récemment, c'est la même chose, c'est les mêmes problèmes qu'on a. C'est le périurbain qui nourrit Tana. Et nous, c'est le périurbain qui nourrit Niamey. Si le périurbain n'a pas de bonnes pratiques agricoles, utilise des pesticides non homologués, ne respecte pas les délais avant récolte, l'urbain va le consommer et on va en tirer les conséquences. Comment pourrons-nous faciliter la tâche au périurbain de nourrir l'urbain? On peut appuyer sur un certain nombre de leviers. D'abord, arrêter de s'accaparer les terres. Parce que actuellement, si tu vois la tendance, les gens construisent dans les bassins de production. Les gens sont en train de s'accaparer des bonnes terres de production maraîchère. Parce que quand on parle de périurbain, on parle surtout des systèmes maraîchers. Tu vois, c'est les légumes de consommation, la salade, le gombo, les tomates, toutes ces choses. Et toute la vallée du fleuve. Voilà, c'est ça. Quand tu le dis, je voilà, la vois. c'est comme ça. C'est ça. C'est des gros producteurs. Et eux, ils sont orientés marché. Les producteurs seront obligés d'aller sur des terres moins fertiles où ils vont utiliser beaucoup plus d'engrais, beaucoup plus de pesticides et ça devient un fléau. La deuxième chose, quand je te parlais d'enjeux, en matière de système périurbain, on a remarqué que les terres de maraîchage sont très bonnes parce qu'elles ont bénéficié de plusieurs années d'apport de matière organique. Parce que les villes sont des foyers qui captent
la matière organique avec nos petits élevages qu'on a là. Il y a plein de matières organiques qui quittent nos villages vers la ville pour nourrir nos petits moutons là qu'on a à la maison. Oui, et toute cette matière organique maintenant, elle se retrouve autour des villes. En matière de fertilisation du sol, ils sont bons. On va passer à la dernière partie où on a quelques adages. Je vous laisse prendre un peu de café et puis je vous donne le tout premier. Ella Wilcox, elle dit la mauvaise herbe n'est jamais qu'une plante mal aimée. Et ça, c'est l'exemple que je t'ai donné avec les femmes. On a remarqué 7 plantes utiles sur une planche de production d'oignons et qui sont consommées. Cassia tora, pourpier, peu de maïs, feuilles de haricots, corettes. C'est sur la même planche. Tu as l'impression que c'est une planche, elle est mal entretenue, mais c'est tes yeux qui ne voient pas le miracle qui se passe. On finit avec Pierre Rabhi qui dit « On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon appétit que j'ai envie de dire aux gens, mais bonne chance. » Bonne chance aux consommateurs de Niamey. Merci, au revoir. Merci à toi aussi.